Salut à tous, je me trouve aujourd'hui à l'édition 2019 du Salon de l'Agriculture, où nous allons tenter d'interviewer des gens qui sont liés à ce milieu, afin de découvrir quelles sont les problématiques qui les agitent au quotidien, mais également de savoir si un salon comme celui-ci reflète véritablement la réalité du milieu agricole aujourd'hui en 2019. Je remplace aujourd'hui Vincent qui est 2 abonnés absents, et qu'on salue. C'est Thibaut pour le Média pour tous. Allez, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Ils ne sont pas sionistes. On en est là, l'exaltation du savoir-faire français en termes d'agriculture représenté par McDonald's. C'est beau, hein. Ça fait plaisir. Qui, comme tout le monde sait, est respectueux des normes écologiques et des normes en termes d'agriculture, bien sûr. Ils ont parfaitement leur place ici. On vous a vu de loin. Oui. Et on se demandait justement, mais quel est le sens en fait, profond de la présence de McDonald's au sein de l'agriculture en fait? Ok, alors c'est moi je pense que je vais vous rediriger vers, Ouais. vers un supérieur. Mais redirige-moi, je t'en prie. Bonjour. Je suis pas la porte-parole, du coup je vais aller chercher quelqu'un qui pourra vous répondre. Nous c'est le Média pour tous. Ouais. Média pour tous, c'est médias indépendants sur internet. D'accord. Et en fait, justement, on arbore un petit peu le salon depuis ce matin. Ouais. Et on se demandait en fait quelle est. Par contre, si on peut pas filmer, ça m'arrangerait. s'il vous Ah. plaît. Ouais, je préfère pas. Vous préférez pas? Bah ouais, je préfère ça. C'est ce qu'on voit au niveau de beaucoup de grands groupes industriels ici, c'est qu'il y a un vernis local de lien avec des agriculteurs du quotidien. C'est quelque chose qui joue beaucoup dans la com de ces grands groupes, d'essayer de faire quelque chose d'enraciné pour prouver aux consommateurs qu'on n'est pas sur un produit industriel normalisé, mais bien sur un produit local issu de leur terroir. Bon, on va essayer d'interviewer quelqu'un pour voir si c'est la réalité. Vous travaillez pour Danone, c'est ça? Je travaille pour Danone, ouais. Ouais, donc ça nous intéresse aussi de connaître ce que fait Danone ici, parce qu'on est quand même sur du grand groupe industriel. Est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs au quotidien, localement en France ou... Alors, oui, on travaille avec beaucoup d'agriculteurs au quotidien, mais je vais quand même aller chercher mon responsable, ce sera mieux. Je suis pas la bonne personne, j'ai pas le droit de parler aux médias. Vous n'avez pas le droit de parler aux médias? Toujours le même discours, on n'est pas habilité, etc. Bon, c'est beaucoup d'intérimaires, c'est beaucoup de braves gens. On répond pas beaucoup aux questions des médias, c'est comme ça. On va aller se renseigner chez Soignon alors. Et on cherche en fait à connaître le sens de la présence de Soignon ici sur le salon. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous travaillez avec des agriculteurs au quotidien? Alors, on n'est pas pour faire des interviews comme ça, on préfère que ça soit préparé, que vous envoyez un mail. Ouais, il y a toute une procédure. Bon, c'est dommage. mieux. Ouais. Ok, d'accord, ça marche. Ce qu'on remarque quand même, c'est que c'est un milieu très hiérarchisé, donc on nous renvoie toujours vers une personne, il y a un refus de répondre aux questions. Pourtant, bon, on essaie de faire, il n'y a pas de raison d'être agressif ou quoi que ce soit. Donc puisqu'on n'a pas obtenu de réponse auprès des grands groupes industriels, on va essayer d'aller faire les petits producteurs. Je pense qu'eux auront des choses à nous dire, plus intéressantes que ça en tout cas. Café Mirabelle, oula. Et bah c'est vachement bon. C'est excellent. Parce que toutes les bouteilles sont remplies d'amour, c'est écrit. C'est l'ingrédient secret, c'est l'amour. C'est ça marche toujours. L'amour moral, pas physique, j'espère. Oui, tout à fait. Vous m'empoisonnez On va pas dire les secrets, on va pas dire trop. En fait, l'idée, c'est qu'il y a du rhum dans les îles depuis longtemps, ils l'ont arrangé, ça se démocratise en métropole, donc on le fait à notre façon, sans piller leur culture, sans faire pareil. C'est pour ça qu'on a créé, par exemple, le premier rhum arrangé au monde avec du houblon. Ça pouvait naître qu'en Lorraine. Ok, on produit typiquement lorrain, quoi, c'est formidable. Voilà, on s'inspire un peu de tout ce qu'on voit, de différentes cultures. Là, on a fait avec du café et un petit peu d'eau de vie de Mirabelle, pour rappeler le pouce café, donc la fin de repas avec un petit peu d'eau de vie de Mirabelle. Mais on va aussi s'inspirer par exemple de l'Amérique latine, avec un qui va avoir des physalis et de la fève de tonka. Et ensuite, voilà, on en a un avec des notes de griotte, mais il n'y a absolument aucune griotte dedans, en prenant que des produits un maximum locaux et de bonne qualité. D'accord. Donc le local joue un rôle important au final. Voilà, en fait, si c'est à côté et de bonne qualité, on va le prendre. Je suis un ancien charcutier. J'ai le CAP de charcutier. J'ai commencé avec 1200 mètres carrés et maintenant j'ai 50 hectares. Par contre, j'ai poussé des coudes, donc je me suis lancé dans des trucs atypiques. Des choux de Bruxelles rouges, des carottes roses, des carottes jaunes, des topinambours, du rutabaga. Et au début, les mecs, ils se foutaient de ma gueule au marché. Et puis tu vois, maintenant, je suis au sein de l'agriculture. Ça les fait chier. Ah bah ça, j'imagine. On vient représenter nos départements et notre région. Bon, nous, on est des Pyrénées, donc on a une race de vache qui s'appelle la vache gasconne des Pyrénées. Ouais. Et on vient montrer aux Parisiens le travail qu'on fait chez nous. Voilà, on aime nos pays, nos régions, on y habite, voilà, nos familles y vivent. Et quelque part, c'est un peu partout comme ça en France. Il y a toutes des régions magnifiques et les gens sont
sont contents de venir montrer aux Parisiens un petit peu ce qui s'y fait. On est sur Noirmoutier, donc mon mari est producteur d'huîtres et moi je suis productrice de sel. Après chacun file la main à l'autre, mais on produit tout entièrement nous-mêmes. Il faut préserver le terroir, il faut préserver les traditions et notre savoir-faire, donc voilà. On essaie de le faire au mieux. Certes, c'est pour la viande, c'est la finalité, mais ça participe aussi à l'entretien des espaces. Et voilà, on essaye de faire du bon boulot, de faire de la bonne viande et de la faire de la façon la plus naturelle possible, tout en entretenant les espaces. Voilà. L'entretien des espaces, c'est une dimension importante du travail d'un agriculteur ? Ouais, c'est très très important. Ça, je ne sais pas si vous pouvez vous l'imaginer, mais s'il n'y a pas les éleveurs dans les montagnes, ça va tout se boucher et il y aura des broussailles qui vont pousser partout. Et forcément, les citadins, quand ils viennent à la montagne pour se promener, il y a des sentiers à suivre, on arrive dans des endroits magnifiques. Et s'il n'y a pas les animaux l'été, ça ne sera plus ça ne ressemblera plus à rien. Pourquoi un stand du Mali qui présente l'agriculture malienne, c'est ça ? Oui. Le stand du Mali, c'est pour faire découvrir toutes les variétés que le Mali a dans l'agriculture. Il y a 80% de Maliens qui vivent de l'agriculture. Et le meilleur moyen, c'est de faire connaître ce que nous faisons au Mali, c'est d'avoir un stand représentatif en France. On a aussi beaucoup de diaspora qui vivent ici. On a des partenaires qui sont là. Donc, c'est de montrer toutes les variétés que nous pouvons avoir au Mali. Et donc vous vous chargez de produire ces bonbons à la bergamote directement en Lorraine C'est que en Lorraine qu'on peut les fabriquer, parce qu'il y a un IGP. Après, ceux qui n'ont pas l'IGP, ils peuvent le fabriquer, il n'y a rien de compliqué. C'est du sucre, du glucose, de l'eau et de l'huile essentielle. Voilà. C'est pas de colorant, pas d'arômes et tout ça. J'ai également une fabrique de confiserie où on fabrique des sucettes françaises distribuées sur tout le territoire français. Et dans une sucette, c'est du sucre de betterave et c'est du glucose qui vient à partir du blé. Donc moi, je suis 100% en lien avec l'agriculture, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous pensez justement à ce sujet de la présence de grandes firmes on va dire agro-industrielles françaises, mais également chinoises, américaines et de grandes firmes industrielles sur le continent africain, mais en général, pas spécifiquement au Mali. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont là, vraiment, chacun son marché. Je pense qu'ils ont vu des opportunités, ils sont venus saisir. Et je pense que c'est dommage que nous, Maliens ou Africains, on ne voit pas ces possibilités. Moi, j'ai décidé de rester dans mon pays, de le développer économiquement. Si chacun faisait pareil, les petites unités peuvent devenir des grandes unités de demain. Donc c'est sur cette base que nous travaillons. Et je pense que les grandes unités peuvent nous aider aussi avec leur savoir-faire à nous améliorer. Parce qu'on veut être comme eux, on va apprendre d'eux, mais il ne faut pas aussi qu'ils essayent de nous bouffer. On se rend compte quand même aujourd'hui que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de difficultés au quotidien. Est-ce que ça freine pas un petit peu les ambitions de certains jeunes qui voudraient se lancer ? Si, je pense, parce qu'il y a aussi un problème de disponibilité des terres agricoles, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup à vendre ou à louer en fermage. Et même les agriculteurs qui veulent s'agrandir ont du mal à avoir quelques hectares en plus. Donc des jeunes qui veulent s'installer et qui ne reprennent pas une exploitation déjà existante, c'est très très compliqué aujourd'hui. C'est quasi impossible en fait. Et puis bon, quand on élève des animaux, on aime les animaux. Certes, la finalité, c'est la viande. C'est ce qui est difficile à comprendre pour le citadin. La finalité, c'est la viande, mais c'est l'abattage. Mais nous, on vit avec ça. La nature est ainsi faite. Vous comprenez ? C'est pas nous qui avons dicté les règles. Je veux dire, le lion, il mange des gazelles. Le chat, il court après les souris, etc. etc. C'est quoi ? C'est de la reproduction sociale, le milieu agricole ? C'est des gens qui sont issus du milieu qui reprennent les exploitations parentales ? C'est vrai que à la base, moi, j'aurais bien aimé m'installer, mais c'est vrai que par rapport à ce problème de terre, vu que je viens pas d'un milieu agricole, c'était très compliqué, donc je pense que je vais abandonner. Et aussi, en fait, quand j'ai commencé à parler de ce projet à certaines personnes, c'est vrai que ce qu'on m'a beaucoup répondu, c'est t'es pas fille d'agriculteur, comment ça se fait ? Enfin, c'était assez. On n'a pas trop de légitimité quand on ne vient pas de ce milieu-là pour y rentrer. Quel regard portez-vous sur l'immigration ? Parce que c'est vrai, vous l'avez dit, il y a une grosse diaspora malienne, mais également venant du Niger, de Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique francophone, ici présente en France. Quel regard vous portez sur cette immigration en France ? Comme je dis, les jeunes n'ont pas le choix la plupart du temps. Ils n'ont pas d'emploi, ils vivent dans la misère. S'ils n'ont pas eu d'éducation pour avoir, ou même s'ils ont l'éducation, ils n'ont pas eu de boulot pendant 5 ou 6 ans. Ils se voient misérables. Pour eux, ils voient la télé, l'Europe, ils ont l'air de vivre bien. Ils n'en savent rien, mais pour eux, c'est l'Eldorado en fin de compte. Mais tout ça, ça peut se résoudre par la création des emplois. Les emplois peuvent empêcher les gens de partir de chez eux. Personne ne veut vivre loin de chez
lui en fin de compte. Moi, j'aime chez moi, j'aime comment je vis, je suis bien, j'arrive à me nourrir, à nourrir ma famille. Donc c'est la décence. Si on arrive à donner de la décence à ces jeunes-là, à donner de l'espoir, je pense qu'ils ne vont pas prendre la mer, ils vont rester chez eux à travailler. Mulstiflette, quoi. Le meilleur du Grand Est, réuni en un. Excellent. Didier Deschamps, éleveur de poulets. Alors comme ça, vous avez voté En Marche? Pas de commentaires? Que pensez-vous du grand débat lancé par Emmanuel Macron? Pensez-vous que cette initiative puisse relancer l'économie française? Non mais moi justement j'étais un peu choqué de trouver des gros exploitants type, j'ai vu Lidl, McDo dans le hall 1. Est-ce que, quelle est son présence? Est-ce que ça, justement le salon de l'agriculture, il n'y a pas une communication énorme finalement? Est-ce que c'est pas un salon d'investisseurs étrangers surtout, avec une ambition politique plutôt que dans l'idée de promouvoir les potentiels de nos régions? Je pense que vous n'avez pas tort, quoi. Je veux dire, moi ça me dérange. J'ai rien contre Lidl, ni contre McDo, etc. J'ai des enfants qui vont de temps en temps au McDo. Je m'arrête de temps en temps au Lidl aussi. Mais j'ai quand même un petit peu l'impression que le salon de l'agriculture, c'est un peu la foire fouille, quoi. Il y a un peu de tout, c'est plutôt devenu un salon du business que plutôt un salon où on défend vraiment les valeurs de l'agriculture, des terriens, etc. Voilà. C'est un peu dommage du coup, quoi. C'est un peu le monde d'aujourd'hui. C'est dommage. À la fin, on dira tous, c'est dommage. Je remarque que vous êtes à côté du stand Auchan, McDonald's. Candia, est-ce que c'est pas deux logiques qui s'affrontent, une logique de l'exportation? Non, pas du tout. Non, c'est des logiques complémentaires. Nous, par exemple, nous travaillons depuis 30 donc filière pour fermiers de la Sarthe, nous travaillons depuis 30 ans avec une entreprise qui est le groupe Charal. D'accord. Voilà, et Charal a des tas d'usines, fait partie d'un groupe encore plus grand qui s'appelle Bigard Charal Socopa, mais on travaille avec eux depuis 30 ans et le partenariat se fait tous les jours. Et Charal nous amène sa rigueur, son savoir-faire, son réseau de distribution et de logistique, et nous on amène le savoir-faire local, la tradition, l'image, etc. Voilà, donc les choses peuvent être complémentaires. Il ne faut pas voir les choses systématiquement sous forme d'opposition. Ouais. Regardez. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On est un média indépendant sur Internet et on se pose 2-3 questions sur la Commission européenne et sa présence au salon. Ça vous intéresse? Oui, parce qu'il y a une unité spécifique qui fait la communication. De communication? Oui, si jamais je veux. À la recherche de la com. Bonjour madame. Bonjour. Ce qui se passe. Ah. Voilà. Là, vous allez voir, vous allez d'accord. Même sur la politique agricole commune qui participe à la ruine de notre agriculture nationale? Allez, on vous souhaite une bonne journée. D'accord. Il n'y a pas d'interview possible ici? Non. Allez, venez nous retrouver. Écoutez, vous pouvez m'envoyer vos questions si vous voulez, mais je ne peux pas... Ah non, c'est le terrain. Contrairement à l'UE. Désolée, mais... On peut appeler Berlin pour avoir plein d'infos sur l'agriculture française. Berlin nous répond à toute heure, comme à la bonne époque. Les éleveurs, ce qu'ils veulent, c'est vraiment gagner avec ce qu'ils font. Et pas... C'est bien les aides. Vivre des fruits de leur travail, ça. Ça aide à tenir, mais quand on travaille, le but c'est d'en vivre. C'est pas de vivoter et puis de se dire qu'on attend les aides de l'Europe pour pouvoir arriver derrière à continuer une année, quoi. C'est que le travail soit valorisé à son juste prix, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui accepteraient de faire ce travail-là en sachant ce qu'un éleveur gagne, quoi. Il faut pas trop donner aux gens parce que ils sont sous perfusion et après ils font de la merde. Et après ils pleurent, je gagne 300 balles. S'ils gagnent 300 balles, franchement... c'est de la merde, 300 balles par mois. C'est parce qu'ils ont trop investi dans le matériel, c'est pas possible. Je peux pas être sous perfusion, ça m'intéresse pas. J'ai pas des projets mirobolants. Moi j'ai réussi parce que petit à petit, j'avais un peu de sous qui rentraient, j'ai acheté un tracteur, ça, une petite machine, un camion neuf. J'ai démarré avec des camions à 2500 €, les trucs, les flics ils m'arrêtaient, ils me disaient toi, avec ton camion je veux plus te voir dans ma ville. Le truc il était mort, pourri, j'avais pas de sous pour acheter des trucs. Les agriculteurs ont plutôt mauvaise presse sur certains dossiers, sur les loups, sur la réinstauration de certaines espèces animales en montagne. On vous donne plutôt mauvaise presse. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça, vous?
Alors nous on n'est pas contents d'ailleurs, oui c'est vraiment le cas parce que nous dans les Pyrénées on a l'ours, on nous a réintroduit l'ours. Bon quelque part ce sont des décisions qui ont été prises à Bruxelles et bien forcément on ne tient pas trop de l'avis des gens du pays, quoi. L'idée aurait été bonne à l'époque, il y a très longtemps, ça aurait été de garder l'ours des Pyrénées, le vrai. Mais bon, rien n'a été fait à cette époque-là dans ce sens. Maintenant, nous réintroduire des ours slovènes qui sont habitués à descendre dans le Piémont pour manger ou attraper des brebis parce que c'est facile à attraper. Ils ne vont pas courir après un cerf ou une biche parce que c'est plus difficile. Donc ils vont plutôt courir après des brebis, c'est très facile à attraper. Et pour en manger une, il y en a 200 qui vont mourir. Voilà. Et il y a des éleveurs, j'en ai un à côté de moi, l'an dernier il a perdu la moitié de son troupeau. Voilà. Donc quand on vit de ça, c'est une catastrophe. Justement au niveau des aides européennes, est-ce que vous sentez qu'il y a un impact positif au niveau du milieu agricole? Regardez-moi au niveau de la confiserie, mes principaux concurrents pour des sucettes comme ça, c'est les pays de l'Est, qui sont subventionnés par l'Europe. C'est terrible ça quand même. Donc il y a quand même des subventions européennes destinées à des pays étrangers. Bien sûr, exactement, pour les développer et tout ça. Donc après, il y a des Européens, des vrais Européens qui sont limitrophes à la France, qui ont flairé le truc. Donc ils ont fait quoi? Ils ont déplacé leur entreprise dans ces pays-là pour avoir une fabrication et une production qui est financée par l'Europe. C'est quand même pas normal, quoi. Et nous, alors pas avec les mêmes conditions de travail, les mêmes contrôles de la répression des fraudes par rapport à la composition et tout ça, au niveau des prix et tout. Et nous, par contre, on est hyper contrôlés, hyper serrés de tous les côtés. Et c'est un peu une forme de concurrence déloyale, quoi. J'ai toujours vécu en Suisse jusqu'en 2005. J'ai fait toutes mes écoles en Suisse. Quand il y a eu les votations pour est-ce que la Suisse devait faire partie de l'Europe, oui ou non, la partie française de la Suisse a dit oui, les Suisses allemands ont dit non. Et aujourd'hui, on se rend compte que le non n'est pas si mal. Le problème qui se passe en ce moment, c'est qu'en France, on veut faire plus blanc que blanc, plus joli que joli. Et on nous impose des normes qui, certes, me conviennent, parce que c'est ce qu'il faut. Il faut aller vers ça, vers la qualité, vers les choses les plus naturelles possibles. Voilà. Il faut aller vers ça. Mais si, par exemple, nous, on est au ras de l'Espagne, si en Espagne, ils ne le font pas, quand ils vendent leur viande, ils l'envoient en France. Et forcément, la viande, elle arrive à moitié prix de la nôtre, puisqu'ils n'ont pas respecté toutes ces normes à respecter, quoi, quelque part, parce que eux, dans leur pays, ce n'est pas obligé de le faire, quoi. Donc il faudrait que ce soit harmonisé, parce que nous, on va disparaître. On veut faire bon, joli et tout ce qu'on veut, et entretenir les espaces, donc on ne vit pas de notre métier. Voilà, donc ça, ils essayent de compenser ça avec des primes, des ceci, des cela, mais nous, on n'en a que faire, on veut vivre de notre métier. On veut vendre la viande au prix qui correspond à ce qu'on puisse vivre de ça, quoi. Donc c'est la concurrence déloyale, quoi, clairement. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ça va très loin, puisque après on a de la viande qui vient des pays de l'Est. L'an dernier, on parlait de la viande qui arriverait du Canada. Voilà, on y va. On va comparer du bio de je ne sais pas où. Si on regarde bien, les cahiers des charges n'ont rien à voir d'un pays à l'autre. Voilà, c'est le jour et la nuit. Donc vous pouvez avoir du bio qui va arriver, qui va être acheté par les Parisiens, qui va arriver des pays de l'Est. Et ça ne correspond à rien du tout de bio, quoi. On va dire c'est tout à fait anormal et je veux dire malhonnête vis-à-vis des consommateurs. Oh là là, oh là là, la barbarie. Mais non. La barbarie. Non, stop. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Regardez bien les étiquettes. Français, il faut que ce soit écrit élevé en France, pas en Europe. Ou transformé en Europe. Tout ça, c'est des conneries. Voilà, vous achetez des trucs. Si vous en voulez de la merde, on va vous en faire. Ça, il n'y a pas de souci. On va vous en faire et de la pas chère. Au-delà de la vente, est-ce que les gens sont réceptifs à cet argument du local Ils sont réceptifs et à la base, c'est surtout déjà pour nous. Le fait de prendre en local et pouvoir serrer la main de celui qui va faire du miel, voir ses ruches, c'est essentiel. Les étiquettes qui sont devant, on pourrait peut-être le choper en Chine un peu moins cher, mais c'est à côté de chez nous, c'est une entreprise. C'est beaucoup plus cool de pouvoir leur serrer la main, discuter avec eux, créer un contact humain. Les cartes, pareil. C'est un label imprime vert, on essaye vraiment, si on peut aller en face de chez nous, on y va. Puis après, s'il faut traverser la rue, on travaille par cercle concentrique en fait. Traverser la rue, attention, c'est connoté aujourd'hui. Ah, c'est vrai, merde. Sans le savoir, j'ai fait une belle référence, c'est cool. Il y a des gens qui, en quelques clics,
Ils arrivent à gagner, à acheter, à revendre des denrées alimentaires. Et ils se font des fortunes. Voilà, quand sur les transports, je sais pas, j'avais vu un reportage sur des bateaux qui partaient d'un pays. Avant d'arriver à la destination, ça a été déjà revendu 4 ou 5 fois et chacun avait pris sa marge. Voilà, donc ça dégoûte parce que celui qui a essayé de gagner sa vie, au départ, il a vendu presque à perte. Et d'autres, en quelques clics et quelques secondes, ils ont doublé la mise, sans se ruiner la santé.